It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and these news are on Spectrum Television. Making headlines today, September 20, 2022, the border security question between Cameroon and the Republic of Equatorial Guinea and the internal security of these two states, plus that of the Cameroonians living in Equatorial Guinea, has been the center of discussions between the President of the Republic of Equatorial Guinea and the Minister of Defense of Cameroon in Malabo. Orion Donken will be telling us more in this newscast. Plus, the Archbishop Andrew Keya has reacted on the British Broadcasting Corporation on the Manfei Church attack incident where the St. Mary's Catholic Church in Manfei was set ablaze by unknown men who kidnapped 5 Reverend Fathers, a nun, and 2 Christians, demanding for a ransom of over 60 million francs CFA. Josephine Binzi will be shedding more light on the Archbishop's reaction in the following newscast. This story is in full and much more will be yours in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away with Makeda Lidinyotom. Bonsoir, Makeda. Bonsoir, Christelle Sec, mesdames, messieurs. Bonsoir. Sécurité aux frontières pour ouvrir ce journal. Nous vous l'annoncions dans les titres. Sécurité interne au Cameroun et en Guinée équatoriale. La problématique était au menu de la concertation entre le président de la République de la Guinée équatoriale et le ministre camerounais de la Défense. Une audience qui s'est inscrite dans le cadre des concertations périodiques entre les deux chefs d'État. Plus de détails dans ce reportage d'Orion Donken. La situation sécuritaire aux frontières du Cameroun et de la Guinée équatoriale, la sécurité interne à ces deux pays, la situation des Camerounais vivant en Guinée équatoriale sont entre autres sujets abordés ce 19 septembre 2022 par le président de la République de Guinée équatoriale et le ministre de la Défense du Cameroun. Joseph Beti Assomo a rencontré son Excellence Théodoro Obiangema à la demande de son Excellence Paul Biya, le président de la République du Cameroun. L'audience s'inscrit dans le cadre des concertations périodiques entre nos deux chefs d'État. Son Excellence, Monsieur le Président Biya, reçoit très régulièrement des envoyés spéciaux de son frère à Yaoundé. Et quoi de plus normal qu'en retour, il nous dépêche ici régulièrement également pour venir porter ces messages sur les problèmes d'intérêt commun à son frère. Au regard des enjeux géopolitiques et géoéconomiques de l'heure, ces concertations entre États sont nécessaires et indispensables, relève le ministre de la Défense. Vous le savez, le président Paul Biya en ce moment, le président en exercice de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Le Cameroun vit également une situation sécuritaire particulière depuis quelques années. Et les problèmes sécuritaires aujourd'hui sont internationaux, ils sont transfrontaliers. De sorte que ce qui arrive chez l'un peut arriver chez l'autre. La rencontre qui se tient quelques mois avant la présidentielle de 2023 en Guinée équatoriale n'est pas anodine. Rappelons que la synergie de force et d'énergie entre le Cameroun et la Guinée équatoriale a abouti en juillet 2020 à la signature de l'accord de Sipopo. Celui-ci suspend le projet de construction d'un mur de séparation sur le tracé de la frontière entre ces deux États. As announced in the headlines, the Archbishop Emmanuel Keya has strongly condemned the attack on the St. Mary Catholic Church in Chang in Manfei, southwest region of Cameroon, in an interview with the BBC, maintaining that no financial negotiations will be made with the separatist fighters. Josephine Binzi put together his reactions in the following report. A military solution is a failed option as governments must engage on several grounds of dialogue and negotiations with separatist fighters, says Archbishop Keya Emmanuel to the British Broadcasting Corporation.
This reaction comes barely 72 hours since some separatist fighters reduced the St. Mary Catholic Church in Changmanfei to ashes, abducting 5 priests, 1 reverend sister, and a catechist. The motivation behind this act is not known, but the ransom of $100,000 equivalent to 60 million CFA francs is demanded. The Archbishop calls this tactic used by these gunmen as coward because they see a church as a soft target, accusing her of not being partisan to their quest for independence. He explains that he is unmoved, and he reiterates that the church must not engage in any financial negotiations with them, as such an attack is not new to her. He, however, said government must invest in more dialogue and negotiation as the population is caught between the clashes, leaving her susceptible to more danger. Et on en vient à parler de ce rapport de la Commission des droits de l'homme du Cameroun qui sera bientôt disponible, rapport 2021. Des experts de l'institution sont en tout cas en concertation depuis ce matin à Yaoundé et on apprend qu'il est surtout question d'identifier les causes liées au manque d'engouement de plusieurs administrations publiques face aux sollicitations de cette commission. Reportage Olivier Bouzique. Améliorer la collaboration entre la Commission nationale des droits de l'homme et les administrations cibles au sujet des contributions dans l'élaboration des rapports de la Commission et du suivi de la mise en œuvre de ses recommandations et avis. Tel est l'objectif visé par cette rencontre ouverte ce 20 septembre à Yaoundé. Cette initiative part de plusieurs observations faites depuis quelques années. Selon la commission James Mwangé, un taux faible de 44% de réaction aux sollicitations concernant l'élaboration de son rapport sur l'état des droits de l'homme a été enregistré en 2020. Pire, en 2021, ce pourcentage a baissé à 34% malgré la désignation de 42 points focaux au sein des administrations publiques pour assurer le suivi des interactions entre la commission et leur administration de rattachement. Cette rencontre arrive donc au moment où l'institution en charge d'évaluer le niveau de mise en œuvre des droits de l'homme est davantage interpellée au regard de la situation chrysogène qui prévaut au Cameroun. Il y a des situations difficiles dans le nord-ouest et le sud-ouest et à l'est du pays et aussi la partie septentrionale du pays. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas nouvelle comme situation. Et nous cherchons à faire notre devoir de suivre l'évolution des droits de l'homme dans ces régions du pays. Et nous sommes en train de rassembler les contributions des différents points focaux des administrations, tant publiques que parapubliques. Les travaux permettront donc de déceler les causes du manque d'engouement manifesté par les points focaux et trouver des solutions dans l'optique de produire un rapport consistant sur l'état des droits de l'homme pour l'année 2021. 2 loan agreements have been signed by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development, Alamin Ousmane Mey, together with the Director General of the African Development Bank for Central Africa Regions, Serge Ngesan. These loans are intended to finance some important development projects in the country with the aim of optimizing the functioning of the industrial and port complex of Kribi and promoting sub-regional integration. Let's take a listen to Serge Ngesa as he tells us more of this partnership loan agreement. And the African Development Bank Group are entertaining excellent cooperation and technical relations. This is shown through a portfolio of around 1,300 billion CFA, covering above 20 projects in particularly the infrastructure sector. This is totally aligned with our vision to become an emerging country by 2035, and this is totally also aligned to the necessity to build strong infrastructure to support economic activities. Vision is the development of Cameroon. We are financing, we signed this morning 2 loan agreements, one for the financing of the
Edea Kribi Road, and the development of the port and the industrial zone around Kribi. And the second financing is related to the financing of the sewerage and water, I would call it, the sewerage and rehabilitation of the water system in Yaoundé, but the downtown of Yaoundé, to avoid the flooding of the central town. Now, those projects are very important. The first one, it's for us a very structural operation. We want the Kribi port, which is already a main port of Cameroon, to be a development pool for the Central African region. With the maritime sector in order to enhance maritime safety in Cameroon through port state control, the International Maritime Organization member states audit scheme has taken place in Cameroon for the Cameroon port sector. Catherine Corner gives us details in the following report. International Maritime Organization, a specialized agency responsible for the safety and security of shipping and preventing marine atmospheric pollution, has been holding its audit of Cameroon's maritime and port sector. This audit, this is called the IMSAS audit. It's very important, an important mandatory audit for all member states of the International Maritime Organization. It is to determine to what extent a member state applies, put into practice, I would say in a very easy, simple word. A member state signs an international maritime convention, for example, the SOLAS and others, and we want to know how they are implementing, enforcing those maritime conventions. It goes for SOLAS, MARPOL, STCW and others. The member state audit scheme has as aim to enhance maritime safety in Cameroon through port state control. When we sign, anyone who signs an international maritime convention, this is of course for safety purposes, safety, protection of the marine environment, and in each convention there is the how to apply it, the convention, how to implement it, how to enforce it. It is very important for any member state to follow all these protocols, all the what it needs, what is required in the convention, so as, of course, to guarantee safety of life at sea, protection of the marine environment. This audit session, which started on September 17, will run to September 26, 2022. It should be recalled that it was scheduled to take place in April 2020, but was postponed due to the COVID-19 pandemic. Plusieurs quartiers de la ville de Douala sont actuellement dans le noir et pour cause, un incendie s'est produit ce mardi soir au niveau du poste de transport de l'énergie électrique de Lorbaba ici à Douala, comme vous pouvez le voir sur ces images. Il ne s'agit pas de la centrale de Lorbaba, précise la compagnie Eneo dans une alerte. Cependant, elle indique que l'incident limite la fourniture d'énergie dans plusieurs quartiers de la cité économique. Le retour à la normale se fera dès confirmation par la Sonatrel de la fin de son intervention, conclut le service de communication d'Eneo dans sa note rendue publique. Et on parle éducation à présent dans ce journal. OTS, on a trop supporté. Le lycée Josse de Douala ne se sent pas concerné, alors que le mouvement a lancé un nouvel mot d'ordre de grève. Dans ce lycée de la capitale économique, les cours se font sans interruption. De 7h30 à 15h, tous les enseignants répondent présents, nous dit-on. Léla Renganzeux et Nono Futu. Lycée Josse de Douala, classe terminale D, il est 11h. Après le premier cours en sciences de la vie et de la terre, qui a duré 3 heures, le professeur d'anglais fait son entrée en classe. C'est parti pour 2 heures de temps.
Et ce sera ainsi jusqu'à la fin de la journée à 15 h. Une succession d'enseignants qui, loin du mouvement de grève OTS, on a trop supporté, dispensent sereinement leurs cours. Les cours se sont passés de façon normale et continue. Ce syndicat de grève ne s'est pas produit ici au lycée Jos. OTS n'a pas fait usage ici au lycée Jos et on dispense des cours normalement et on suit le programme en termes. Depuis le début d'année, on n'a pas eu ce genre de problème. Les cours se passent normalement et les cours viennent normalement. On finit à l'heure normale. À quelques mètres de là, dans la cour de l'établissement scolaire, des enseignants échangent tranquillement sur l'actualité du lycée. OTS, on n'en parle pas. D'autant plus que les enseignements ont effectivement repris au lycée Jos et se poursuivent sans interruption. Vraiment, il n'y a pas de souci quant à ce mot de grève. Je suis encore surprise qu'aujourd'hui on me pose la question parce que les choses vont normalement ici. Pourtant, au cours de la dernière année scolaire, au plus fort de ce mouvement, même le lycée Jos en avait fait les frais. Et par rapport à l'année passée où on avait eu des interruptions de cours, l'année-ci ça a commencé très bien. Tous les profs viennent et puis ils dispensent bien les cours. Question au regard de la situation dans ce lycée de Douala. Le mouvement OTS s'essouffle-t-il? D'autant plus qu'on sait que le mot d'ordre de grève lancé par ces seigneurs de la craie reste en vigueur. On reste toujours dans le sillage de l'éducation pour signaler que la grande famille Bonatongo du canton Akwa ici à Douala prime l'excellence. Près de 30 lauréats des examens officiels de la session 2022 ont reçu le 18 septembre dernier des prix. C'est la 4e édition de l'excellence scolaire Bonatongo. Au reportage, Inès Chounmopangan et Julie Pau. Le docteur Barkla Moukoko Louis Thomas est honoré au cours de la 4e édition de l'excellence scolaire de la famille Bonatongo du canton Akwa à Douala. Le médecin, aujourd'hui de regrettée mémoire, a durant sa vie soutenu et encouragé le travail bien fait dans sa communauté. La famille Bonatongo nous fait l'honneur de donner à cette édition le nom de notre père, le docteur Barkla Moukoko. Je voulais vous dire, nous sommes pétris d'émotions parce que lui-même est un produit de l'excellence scolaire, un produit aussi de l'humilité au travail et de la solidarité. 26 lauréats ayant obtenu des examens officiels de la session 2022 reçoivent des prix et des encouragements spéciaux de la famille Barkla. De récompenser nos enfants qui ont été reçus aux examens officiel de l'État puisqu'il y a d'autres examens. Et cette année, nous avons une promotion à laquelle nous avons donné un nom. Ce n'est pas tout à fait une innovation puisque c'est la 2e édition en fait qui a un parrain et on a une promotion qui porte un nom, le nom de l'un des nôtres. La cérémonie qui se tient à la salle des fêtes d'Akwa, à Douala, ce 18 septembre 2022 est précédée en matinée par un culte d'action de grâce à la paroisse de l'Union des Églises Baptistes du Cameroun, du lieu-dit Carrefour 2 Églises. Autre moment fort de cette journée, la procession qui va mener les fils, filles et épouses Bonatongo au lieu de réjouissance. Il faut noter qu'en 4 ans, une centaine d'élèves et étudiants Bonatongo ont reçu des prix. On parle tout à fait d'autre chose à présent, année 2022. Depuis le début de la saison pluvieuse, la ville de Douala notamment a recueilli environ 730 mm de hauteur d'eau, soit près de 130 mm de plus que l'année dernière. Le changement climatique, la situation géographique de la ville sont quelques facteurs à l'origine de cette situation. Oyan Donken et Julie Pau ont justement rencontré un météorologue. Il nous présente les causes et solutions à mettre en pratique dans ce reportage. Il pleut des cordes sur la ville de Douala. La capitale économique a les pieds dans l'eau depuis bientôt 5 jours d'affilée. Selon les météorologues, depuis le début de la saison pluvieuse année 2022, la ville a recueilli 730 mm de hauteur d'eau, soit près de 130 mm de plus que l'année dernière avec ses 6000 mm. 3 causes principales sont à l'origine. On ne va pas être indifférent aux méfaits
du changement climatique, au dérèglement climatique, qui est décrié depuis quelques années, qu'on peut bien entendu voir en premier plan dans le banc des accusés. Douala, par nature, est un pôle pluviométrique par excellence. C'est-à-dire que la ville de Douala constitue, sur le plan climatique, 9 mois de saison de pluie et 3 mois seulement de saison sèche, avec une grande saison de pluie qui s'étend du mois de juin au mois d'octobre, et avec le dérèglement climatique, on y va jusqu'au début du mois de novembre, où vous avez un mois d'août et septembre, qui sont les mois les plus froids de la ville, n'est-ce pas, en contrario au mois de février, qui est le mois le plus chaud. La dernière cause qu'on peut également évoquer, c'est l'occupation anarchique des sols dans une ville comme Douala, où justement des gens se retrouvent dans des zones illégales, notamment les bas-fonds, les zones justement où il est interdit d'habiter. Les 3 causes identifiées, il existe également 3 solutions pour résoudre ces problèmes. En matière de prévention, il est important, comme nous l'avons souligné, et comme nous le rappelons davantage ces derniers temps, que les autorités et les populations intègrent dans leur quotidien les prévisions météorologiques. Deuxième solution, c'est l'atténuation. Qu'est-ce que nous entendons par atténuation? Il est important aujourd'hui de comprendre que la planète est en danger et il faut la préserver. Une des façons de la préserver, je vais donner un exemple très concret, c'est d'aller vers des énergies à pollution nulle, c'est-à-dire des énergies renouvelables, ou encore des énergies solaires ou éoliennes qui aujourd'hui constituent des alternatives importantes aux énergies fossiles qui nous ont conduits dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, davantage promouvoir des énergies propres. Troisième solution, enfin, c'est l'adaptation. Les populations doivent pouvoir intégrer ce nouveau contexte climatique dans leurs activités courantes. Si je prends par exemple le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas? Il faut comprendre aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir de bonnes récoltes, des bons rendements sur le plan agricole si on n'intègre pas la composante climatique. Ce n'est donc plus un slogan ou des paroles propagandistes. Nous subissons les effets du changement climatique. L'actualité hors de nos frontières à présent, lancement d'une offensive des forces armées de l'Érythrée selon celle du Tigré. L'Ouganda enregistre un cas mortel du virus Ebola, tandis que la Guinée équatoriale annonce l'abolition de la peine de mort. Voilà. Le résumé de l'actualité africaine de ce 20 septembre, c'est avec la Voix de l'Amérique. Les forces de la région éthiopienne du Tigré affirment que les troupes de l'Érythrée voisine qui soutiennent l'Éthiopie contre le TPLF ont lancé ce mardi une offensive à grande échelle et que des violents combats se poursuivent dans plusieurs zones le long de la frontière. En Ouganda, le ministre de la Santé annonce la présence d'une épidémie de virus Ebola dans le district de Mubende. Le cas confirmé est un homme de 24 ans qui a présenté des symptômes de la maladie à virus Ebola et a ensuite succombé, a déclaré le ministère sur son compte Twitter. En Tunisie, l'audition de Rached Ghannouchi a été reportée. Le chef du parti d'inspiration islamiste Ennahda avait été convoqué avec l'ex-premier ministre Ali Laraed pour une affaire en lien avec l'envoi de djihadistes en Syrie et en Irak. En Guinée équatoriale, le vice-président Théodore Nguema Obiang Mangue a annoncé sur Twitter l'abolition de la peine de mort dans son pays. La dernière exécution officielle en Guinée équatoriale a eu lieu en 2014, selon Amnesty International, mais les ONG internationales et les Nations Unies accusent régulièrement le régime de disparition forcée, de détention arbitraire et de torture. De ce journal bilingue, mesdames, messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons une bonne soirée en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Assex-Wele. Good night, Makeda Lidinyotum. Thanks, televiewers, for watching. It was a pleasure being in your company. See you tomorrow, God willing, for another edition of the Bilingual News on Spectrum Television. Good night.